que se passe-t-il à Santorin, sur l'île des Cyclades, connue dans le monde entier? La terre a tremblé plusieurs centaines de fois en quelques jours. Les habitants et les touristes commencent à paniquer. À propos de tourisme, aujourd'hui dans Parlons-en, c'est la présidente du Louvre, le musée le plus visité du monde, qui a lancé l'alerte il y a 2 semaines sur l'état de son établissement. Elle n'a pas mâché ses mots, voulant sans doute provoquer la réaction qu'elle a obtenue d'ailleurs du président Macron quelques jours plus tard. Elle a décrit le musée comme un bâtiment incapable d'accueillir convenablement ses 9 millions de visiteurs annuels. Il y a la vétusté du Louvre, bien sûr, mais il y a aussi cette fréquentation qu'on n'avait pas anticipée lors des travaux du joyau tricolore il y a 35 ans. Le Louvre est-il la dernière victime du surtourisme? Trop de visiteurs, tous concentrés au même endroit, dont la masse met en péril les lieux, mais aussi les modes de vie des habitants. C'est une question qui se pose dans le monde entier quand on sait que 95% des touristes se concentrent sur 5% des terres immergées, un chiffre sidérant. Le surtourisme est-il l'ennemi du tourisme? C'est la question aujourd'hui de Parlons-en avec Rémi Knafou et Linda Lenné. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Linda Lenné. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Éco-Touristique et autrice de Voyage au pays du surtourisme, une menace, des solutions. On est en plein dans le sujet, qui est sorti aux éditions de l'Aube en 2024. Bonjour Rémi Knafou. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur émérite des universités en géographie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Réinventer vraiment le tourisme, qui est sorti aux éditions du Faubourg en 2023. Avant de commencer cette discussion, je vous propose une immersion au Louvre, justement, on en parlait à l'instant, qui a occupé le devant de la scène ces derniers jours. Notre reporter James André a joué aux visiteurs dans les allées du Louvre, plus intéressés par les avaries que par les chefs-d'œuvre du musée. Visite guidée. Inaugurée en 1989, la pyramide du Louvre, à l'origine, avait été conçue pour 4 millions de visiteurs par an. En 2024, il y en a eu 9 millions. Cette zone est donc saturée, elle n'est plus adaptée. C'est l'un des grands changements à venir pour le Louvre. En 2031, il y aura une nouvelle entrée. C'est ce qui a été annoncé par le chef de l'État. Elle se trouvera place du Louvre, face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle sera plus ouverte sur la ville et surtout prévue pour accueillir beaucoup plus de monde. Ici, on comprend pourquoi le Louvre est le musée le plus visité au monde et de très très loin. On trouve ici quelques chefs-d'œuvre, comme par exemple La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Un petit peu plus loin, c'est le radeau de la Méduse. Évidemment, une foule nombreuse, et ce, quasiment tous les jours. Et le Louvre, qui est un bâtiment ancien, palais des rois de France, est en mauvais état. C'est ce qu'écrit la présidente du Louvre, Laurence Decart, dans une note confidentielle remise au ministère de la Culture. 450 millions d'euros seraient nécessaires, d'après nos confrères du Monde, pour rénover ce bâtiment, dont certaines canalisations éclatent, dont certains lieux ne sont plus étanches, ce qui menace les chefs-d'œuvre exposés ici. Alors je vais essayer de me rapprocher dans cette foule compacte pour vous montrer la vraie star du Louvre. Évidemment, c'est la Joconde. Certains jours, 30 000 personnes font la queue ici pour voir le tableau le plus célèbre au monde. Avant qu'il y ait des limites sur le nombre de visiteurs, cela pouvait atteindre 50 000. Il a donc été décidé de déplacer la Joconde, de la placer dans son propre espace avec un ticket séparé, de manière à rendre la vie de ceux qui veulent voir les autres tableaux un petit peu plus facile. Et il y a tant de choses à voir, comme les incroyables noces de Cana peintes par Véronèse. Et oui, les noces de Cana que personne ne regarde, ou presque, dans cette salle de la Joconde. Linda Lenné, depuis la sonnette d'alarme tirée par la patronne du Louvre, le président Macron, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, a promis un plan de rénovation de 800 millions d'euros. Alerte entendue donc, mais ce qui a posé cette affaire du Louvre, c'est la question de la capacité de cet endroit, mais qui se pose aussi à la galerie des Offices à Florence, au Vatican à Rome, au musée du Prado en Espagne. La capacité de ces très vieux bâtiments magnifiques à faire face à un nombre de visiteurs pour lesquels ils n'ont évidemment pas été conçus. Alors oui, on le voyait dans le reportage, le Louvre avait été conçu pour accueillir jusqu'à 4 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, nous sommes sur environ
9 millions de visiteurs par an. Donc, naturellement, il faut réaménager le site et puis prévoir également de nouveaux parcours de visite. C'est la raison pour laquelle le fait d'isoler la Joconde pour la mettre dans une salle dédiée est sans doute une très bonne chose. Et cette question-là se pose pour un grand nombre de sites, puisque le tourisme est une activité, est une industrie en très forte croissance. Chaque année, il y a environ 2 à 3% de croissance des flux touristiques au niveau mondial, en dehors bien sûr des grandes crises comme celle de la pandémie. Donc si on regarde sur une plus grande échelle, d'après ONU Tourisme, en 2050, il y avait 25 millions de touristes internationaux. Aujourd'hui, enfin en 2024, nous sommes à 1,4 milliard. Donc c'est la raison pour laquelle, notamment en Europe, qui attire la moitié de ces flux, il est nécessaire effectivement de repenser la gestion des flux touristiques. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'effectivement, la France, l'Europe attirent, sont désirables. Et donc, cela rend aussi hommage à notre patrimoine, à notre savoir-faire, à notre savoir-être, à notre culture. Donc, il y a quand même des messages très positifs dans ce succès. Les sites sont tout simplement victimes de leur succès. Voilà, victimes de leur succès. Alors, on parle du Louvre. Rémi Knafou, on pourrait poser les mêmes questions donc à Rome, à Madrid, à Vienne, à Londres, à Amsterdam, des villes-musées, des joyaux du patrimoine. On pourrait parler de Venise, on va y revenir bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des endroits qui sont victimes de ce qu'on appelle le surtourisme? Mais je crois, si on se concentre d'abord sur le Louvre, avant de parler des villes, parce que ce sont des types d'espaces tout à fait différents, je crois que si, à propos du Louvre, on constate qu'il y a trop de touristes, c'est tout simplement le résultat de la politique menée par les gestionnaires du Louvre. Parce que c'est vrai qu'au départ, la jauge n'était pas la même, mais ce sont les présidents successifs, et en particulier l'un d'entre eux du Louvre, qui ont voulu cette fréquentation-là. On a voulu ces touristes, ils sont là, et après on s'aperçoit qu'il y en a trop et qu'on ne sait pas les gérer. Personnellement, je considère que dans un espace qui est fermé, comme le Louvre, ou un espace naturel géré par un parc national, par exemple, c'est-à-dire avec des entrées qui sont fermées, normalement, si les autorités gestionnaires font leur travail, il ne devrait pas y avoir de surtourisme ou de surfréquentation. Donc là, ce flux que l'on constate maintenant et dont on dit qu'il est excessif, on l'a voulu, on l'a, et après on est embarrassé. Et quand on envisage de faire des travaux pour mettre à l'échelle de ces flux le Louvre en prédisant, en pronostiquant des trafics de 12 à 14 millions, bientôt, lorsque tout ça, la renaissance du Louvre sera passée par là, eh bien, le résultat sera dans quelques années, on sera confronté à la même réalité, c'est-à-dire qu'on s'apercevra qu'on n'a pas la bonne jauge parce qu'il sera venu davantage de personnes. Donc, la solution, elle est assez simple. Elle est dans le côté raisonnable de savoir, quand il y a une autorité gestionnaire compétente, fixer le bon niveau de quota. Alors, si on parle des villes, c'est une problématique qui est tout à fait différente parce qu'un site qui est fermé, il est facile à gérer parce qu'on peut mettre une jauge, on peut empêcher à partir d'un certain niveau de fréquentation, une fréquentation qui est jugée excessive parce qu'elle remet en cause la conservation même des œuvres, comme c'est le cas au Louvre par exemple, ou bien d'un parc national, lorsque le piétinement excessif par exemple des touristes nuit à la conservation de la biodiversité qui est la mission principale d'un parc national. Mais dans un lieu ouvert qui est un lieu complexe par définition, c'est-à-dire Paris ou Venise ou Dubrovnik. Des images de Rome, voilà, de la fontaine de la problématique n'est pas du tout la même, parce que là, il n'est pas question de mettre une jauge, puisque ça ne marche pas à l'échelle d'une ville, une jauge. Et à ce moment-là, la problématique est tout à fait différente. Si on ne peut pas réguler le flux par le nombre des entrées, on peut réguler le flux en revanche, mais c'est plus difficile à faire par la capacité d'accueil. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un lieu va attirer beaucoup de monde, c'est sa capacité d'accueil. Les flux, ils sont gouvernés par la structure des capacités d'accueil. C'est-à-dire là où il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup d'arrivées. Alors, et s'y ajoutent en plus les visiteurs à la journée, ce qui est encore une autre histoire. Et c'est ce qu'a fait notamment la ville de Venise. On y reviendra. Avant d'évoquer les solutions à la régulation, qui sont... Il y a beaucoup d'initiatives différentes. Je voudrais quand même qu'on revienne sur sur la définition du surtourisme et sur les problèmes que ce surtourisme, si toutefois c'est bien de ça dont on parle, peut poser. On a vu quand même l'année dernière des images assez sidérantes à Barcelone de touristes qui étaient accueillis avec des pistolets
pistolet à eau par les habitants locaux. Il y a des situations de vie. On a des images de Venise derrière vous. On sait qu'il y a très peu de gens qui vivent aujourd'hui à Venise, des Vénitiens qui peuvent effectivement avoir leur vie quotidienne. On est dans des situations aujourd'hui, c'est pas le cas à Paris, où la vie devient impossible, où le tourisme rend la vie des locaux impossible. Alors, parfois, effectivement, en tout cas, la vie devient plus difficile. Vous parliez de Venise. La population a baissé de 70% depuis la Seconde Guerre mondiale dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'effectivement, il est devenu pratiquement impossible de se loger à des tarifs acceptables dans le centre-ville. Donc, effectivement, on en revient à la définition du surtourisme. De quoi parle-t-on? Déjà, il faut bien avoir à l'esprit que le surtourisme, c'est un phénomène de surfréquentation touristique limité dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est ponctuel. Aujourd'hui, ce n'est pas structurel. Il faut bien aussi avoir à l'esprit que, par conséquent, c'est le sous-tourisme qui domine. Vous le disiez un peu plus tôt, 95% des flux touristiques sont sur 5% des territoires. Donc, tout l'enjeu, c'est de mieux disperser les flux dans le temps et dans l'espace. Et effectivement, pour certaines villes, c'est devenu difficile au niveau de la population. Et c'est la raison pour laquelle certaines destinations prennent des mesures de manière justement à mieux réguler. Alors vous parliez de solutions. Parmi les solutions, parmi les mesures qu'elles envisagent, eh bien, des mesures douces et des mesures beaucoup plus coercitives qui vont jusqu'à l'interdiction. Donc les mesures douces, ça va être par exemple arrêter de promouvoir une ville pendant la saison estivale parce qu'on estime qu'il y a déjà suffisamment de monde et donc on va plutôt promouvoir l'avant et l'après-saison, donc le printemps et l'automne en Europe. Il peut y avoir aussi des mesures beaucoup plus contraignantes. Plusieurs villes en Europe ont décidé justement de s'attaquer à l'hébergement touristique et notamment aux locations saisonnières. On le voit à Barcelone, qui a annoncé la fin des meublés touristiques en 2029. On le voit à Athènes, où dans le centre, en fait, il a été décidé de ne plus accepter de nouveaux meublés touristiques. Et on le voit dans d'autres villes, sur le modèle d'ailleurs de New York, qui a interdit les locations saisonnières en dehors des chambres chez l'habitant depuis maintenant à peu près 18 mois. Et puis, il y a aussi un certain nombre de villes qui ont décidé de réguler les croisières. Alors là, il y a différents échelons. À Venise, il y a eu finalement une discussion et maintenant, les gros paquebots ne peuvent plus s'approcher du centre-ville. Il y a aussi d'autres villes qui, comme par exemple, cette fois des îles, Amorgos et Santorin, ont choisi de facturer 20 € par passager à partir de cette année. Donc là, finalement, on touche au portefeuille. Et il y a en France aussi des destinations qui ont choisi de s'attaquer à la croisière. Il y a quelques jours maintenant, Christian Estrosi, maire de Nice et également président de la métropole Nice-Côte d'Azur, a annoncé que les paquebots de plus de 900 passagers ne pourront plus faire escale. Alors, une mesure assez drastique et je pense aussi un peu politique, puisque finalement, elle n'a aucun impact sur Nice. Par contre, elle a un impact sur la ville voisine de Villefranche-sur-Mer. Et le maire de Villefranche-sur-Mer, justement, lui, est contre cette interdiction. Donc, on voit aussi qu'il y a la géopolitique parfois. Il y a aussi des villes, et on parlait de Venise, qui ont mis en place des portiques pour la journée où il faut s'acquitter d'un droit d'entrée d'une certaine façon quand on ne séjourne pas à Venise pour entrer dans la ville. Rémi Knafou, qu'est-ce qu'il s'est passé ces dernières années pour qu'on ait l'impression, mais peut-être cette impression n'est pas bonne, quoique Linda Aliné donnait des chiffres qui allaient plutôt dans ce sens, que ce mouvement de densification du tourisme à des endroits donnés s'accélère et s'intensifie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est l'augmentation de la population mondiale. Il y a plus de 8 milliards d'habitants à l'heure actuelle. Quand je faisais mes études, bon, c'est vrai que c'est assez ancien, mais il y en avait 3. Donc, il y a 5 milliards d'habitants en plus sur la planète et ça se voit. Et en parallèle, dans les pays dits en développement, l'élévation du niveau de vie se traduit notamment par l'accès aux loisirs et au tourisme. Donc il y a de plus en plus de monde sur Terre et de plus en plus de monde qui se déplace dans le cadre de leurs vacances
et donc ils font du tourisme. Pour vous donner juste un chiffre très contemporain, à l'heure actuelle, ce sont les vacances du Nouvel An lunaire en Chine. C'est une période de vacances qui dure 40 jours, pendant lesquelles les gens se déplacent beaucoup. Et on a appris que, rien qu'en Chine, parce que ça c'est le tourisme intérieur, c'est 9 milliards de déplacements pendant ces 40 jours. Et sur les 9 milliards de déplacements, c'est plus de 7 milliards en voiture. Et en bonne partie, de plus en plus, en voiture électrique d'ailleurs. Donc voilà, la raison première, c'est tout simplement la densité de population qui augmente sur Terre, le niveau de vie qui globalement s'élève, et donc de plus en plus de gens qui accèdent à des loisirs, à des vacances, et qui se déplacent pendant ces vacances. Alors même si c'est une minorité de la population qui sort des frontières dans le cadre de ces pratiques touristiques, l'essentiel du tourisme se fait, il faut le rappeler, à l'intérieur des frontières nationales. Ça va un peu à l'inverse de l'idée d'une démocratisation du tourisme à l'international. À l'international, la démocratisation, elle se fait aussi, mais pas à la même échelle, parce que ceux qui voyagent le plus, enfin ceux qui voyagent en dehors des frontières, ce sont les plus riches, évidemment partout, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Pour vous donner un exemple, la clientèle numéro 1 à l'heure actuelle dans les villages du Club Med dans les Alpes françaises, ce sont les Brésiliens. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de monde, sans compter que dans les lieux touristiques, sans compter que les lieux touristiques les plus désirables, ce sont ceux qui ont une réputation à l'échelle mondiale. Et donc, ils ont une réserve de touristes infinie quand on voit quelle est leur capacité d'accueil. La capacité d'accueil de Venise, c'est un peu plus de 50 000 lits. Et quand on voit qu'il y a une demande qui vient du monde entier, on voit bien qu'il y a de quoi remplir Venise pendant des siècles. Il y a eu plusieurs révolutions ces dernières années dans le tourisme. La révolution du low cost, bien sûr, des plateformes de location, même si aujourd'hui on en revient un peu, on le disait tout à l'heure. Il y a eu aussi, bien sûr, l'invasion des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle les influenceurs voyage, mais qui, d'une certaine façon, ont changé peut-être, pas dans toutes les générations, mais la façon de voyager, et qui font que on voit des images de Santorin aujourd'hui. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent sont déjà allés à Santorin, mais il y a quelque chose dans certains endroits du monde qui sont saisissants. On voit des gens qui quasiment ne voyagent que pour la photo. C'est un peu peut-être réducteur de dire ça comme ça, mais cette façon de voyager aussi a changé, de cocher des éléments pour qu'on les retrouve dans son téléphone, là où avant c'était peut-être un peu moins vrai. Je ne sais pas, c'est une sensation qu'on a quand on voyage. Est-ce que c'est une réalité ? Oui, je partage votre point de vue. Effectivement, les réseaux sociaux ont changé notre rapport aux destinations. Et c'est vrai, comme vous le disiez, bien souvent, on a envie quand même de cocher les cases. Si vous, comme moi, allons à Rome, nous avons tous envie d'aller au Colisée, de prendre une photo sur laquelle il n'y aura, comme par magie, personne. Et donc... Mais bon, de tout temps, j'imagine que les touristes qui allaient à Rome voulaient avoir pas forcément une photo, mais voulaient aller voir le Colisée. Oui, tout à fait. Mais il y a un effet amplificateur. Ouais. Et c'est vrai que ces réseaux sociaux sont devenus déterminants dans notre façon d'appréhender notre rapport aux destinations, et puis aussi dans la gestion des flux touristiques. Pour partager un chiffre, chaque jour, en France, il y a 22 millions de personnes qui vont sur Instagram. C'est absolument colossal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on le sait, on le dit, Instagram contribue aussi au surtourisme. Néanmoins, on peut aussi imaginer de réinstagrammer le monde petit à petit. Je m'entends, c'est-à-dire utiliser toute la force, toute la puissance de frappe d'Instagram, TikTok et autres pour justement essayer de mieux disperser les flux dans le temps et dans l'espace. Je pense que c'est possible. La calanque de Sugiton avait montré l'exemple en disant « réserver, c'est préserver ». Je trouvais que ce slogan était magnifique et en même temps très, très porteur de sens. Ça veut dire qu'on peut avoir un voyageur plus responsable, mais pour ça, il faut l'accompagner. Il faut utiliser, encore une fois, toute la force de frappe des
des réseaux sociaux, faire appel à des micro-influenceurs pour leur dire, écoutez, apprenez aussi aux voyageurs à faire des pas de côté, à voyager autrement, à ramasser leurs déchets quand ils vont randonner. Voilà, on peut quand même diffuser beaucoup de messages clés sur ces nouveaux carrefours d'audience qui sont absolument incontournables. Rémi Knafou, ce que disent aussi de nous les réseaux sociaux et les façons dont on les consomme, c'est quelque chose de plus large, de la façon dont nous sommes collectivement. Notre façon de consommer le voyage, je le dis avec des guillemets, a changé au fil du temps, effectivement, qu'on ait envie ou non de poster sa photo personnelle après sur son réseau. Mais il y a quelque chose qui a changé là-dedans aussi, dans la façon de voyager. Alors, il y a à la fois des changements et puis il y a des invariants, il y a des constants, parce que vous notiez à juste titre que dès le début du tourisme, finalement, il y avait déjà des indications sur les lieux vers lesquels voyager. Et promu comme tel, d'ailleurs. Absolument. Le tourisme, c'est un phénomène de société qui est né dans l'Europe des Lumières, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais déjà, ce qu'on appelait le Grand Tour, c'était ce voyage initiatique des jeunes aristocrates britanniques qui allaient sur le continent vers les lieux de naissance de la civilisation, qui faisaient une boucle en passant par différentes étapes. Et ces étapes, elles étaient déjà pointées sur des guides qui étaient à disposition, des livres imprimés. Donc ils n'allaient pas au hasard non plus. Alors même si de temps en temps, il se permettait des incartades, quand on était à Genève et que par beau temps, on voyait au loin le Mont Blanc, ça donnait l'idée d'aller à Chamonix et de commencer à explorer. Mais les étapes, elles étaient déjà répertoriées. Donc à chaque étape, en fonction du flux et de l'importance du flux, il y a eu des outils différents. Alors aujourd'hui, on a changé d'échelle, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, mais c'est en rapport avec le nombre des touristes qui a lui-même complètement changé d'échelle. Mais fondamentalement, je crois que les mécanismes sont les mêmes et qu'une grande partie de l'activité touristique consiste à aller finalement vérifier sur le terrain ce dont on a déjà entendu parler autrefois et maintenant ce qu'on a déjà vu. Parce que nous sommes à la recherche des images, nous sommes dans le monde de l'image et que nous ne pouvons pas ignorer qu'entre le cinéma, la télévision, enfin les images Instagrammées, etc., les images sont déjà venues à nous et il y a des vérifications qui se font effectivement sur le terrain. Et d'autant plus facilement que, globalement, quand même, les lieux dont on fait la promotion sont les lieux rendus les plus désirables à l'échelle mondiale, là où se concentre une grande partie de la population. Et puis, de temps en temps, émarge, grâce à la fois à Netflix, aux séries, à Instagram, etc., brusquement, le focus est mis sur un lieu qui reçoit un afflux brutal pour lequel il n'a pas du tout été préparé. Il y a l'exemple classique, maintenant, depuis quelques années, de cette localité suisse en bordure du lac de Brienz qui s'appelle Iselwald, qui a été l'une des scènes très romantiques, une scène d'amour d'une série coréenne qui a été diffusée sur Netflix, qui se termine sur un ponton devant le lac. Et brusquement, les habitants de ce lieu très paisible ont vu arriver des cars entiers de touristes. Et la réaction a été très pragmatique, j'allais presque dire très, très suisse. Lorsqu'on a vu qu'il y avait un afflux comme ça et qu'on ne pouvait pas lutter contre, puisque c'était des gens qui arrivaient et qui voulaient absolument voir le ponton, qu'est-ce qu'ont fait les autorités municipales ? Elles ont mis un tourniquet avec un enregistrement qui permet de payer 5 € pour accéder au ponton. Et c'est comme ça qu'ils gèrent le flux tant qu'il existe. Et puis ça passera jusqu'au prochain. Oui, parce que là, c'est un exemple très intéressant. Et je pense que chacun d'entre nous a une idée d'un endroit qu'il connaît, qui n'était pas connu et qui a pu le devenir grâce à, je sais quoi, un article, un post ou que sais-je. C'est vrai que la situation n'est pas la même quand on est une ville comme Venise qui connaît des touristes depuis plusieurs siècles. Et des localités qui se retrouvent du jour au lendemain, effectivement, à la faveur d'une série, d'un film, d'une vidéo envahie d'un coup. Et là, il y a il y a parfois un manque de moyens des autorités locales, et puis voilà, une méconnaissance de la façon dont faire face. Et là, c'est vrai que le sujet est un peu différent. Oui, mais sur Venise, je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est pas un cas évident de surtourisme. Parce que pour pouvoir parler de surtourisme, il faut dire quels sont les critères à partir desquels on considère qu'on juge qu'il y a un nombre excessif de touristes qui peut nuire à... Alors, le premier cas de figure, c'est lorsque le nombre excessif de touristes nuit à la conservation même du lieu.
C'est le cas, par exemple, pour Sugiton. Il était évident qu'après le confinement, il y a eu un excès du nombre de visiteurs, et piétinement excessif, l'eau était polluée, etc. Et le parc national y a mis finalement... Qui est dans le parc national des Calanques. Voilà, des Calanques, près de Marseille, a mis bon ordre. Bon. Donc ça, c'est le premier cas de figure. À Venise, c'est pas le nombre excessif de touristes qui nuit à la conservation même du lieu. On peut même démontrer l'inverse, c'est-à-dire que c'est grâce à l'argent des touristes qu'une bonne partie du patrimoine vénitien, qui est un patrimoine fragile, très coûteux à entretenir, est finalement conservé. Sans l'argent des touristes, on ne voit pas qu'une partie de Venise serait en ruine. Donc c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est lorsque le nombre de touristes est jugé excessif au point de remettre en cause l'acceptabilité du tourisme par la société locale. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et il y a maintenant un certain nombre d'exemples dans le monde où, à l'évidence, une partie de la population locale ne veut pas, non pas du tourisme en général, mais de certaines formes du tourisme qui sont trop envahissantes et qui nuisent en particulier à la population qui a les plus bas revenus, parce que quand on a le choix pour un propriétaire entre une location touristique temporaire et puis simplement avoir le rendement d'un loyer à l'année, on opte pour la location touristique temporaire parce que c'est beaucoup plus rémunérateur. Et ça, c'est ce qui s'observe en particulier à Barcelone, et puis où il y a eu plusieurs milliers d'habitants de Barcelone qui ont manifesté dans la rue, ce qui n'est pas tout à fait évident. Il y en a eu aussi plusieurs milliers à Palma de Majorque, il y en a eu aussi à Malaga. Donc la question de l'acceptabilité du tourisme est tout à fait importante. À Venise, ça n'est pas le cas, puisque la majorité de la population vénitienne a voté pour une municipalité pro-tourisme. Et le projet de Venise, c'est toujours d'accueillir davantage de monde. Il suffit de voir qu'à l'heure actuelle, il y a des plans pour agrandir l'aéroport et pour arriver quasiment au doublement parce que bien sûr, du trafic de l'aéroport. Oui, on évoquait Barcelone tout à l'heure. On n'oublie pas, bien sûr, Linda Lenné, qu'on parle de territoire. Alors, ce n'est pas forcément le cas partout, mais vous le disiez tout à l'heure en deux mots, qui ont besoin, dont l'économie repose en très grande partie sur le tourisme. On parle de l'Europe, mais je pense qu'on peut aussi parler de pays du Sud, de pays en voie de développement, pour lesquels le tourisme est essentiel en réalité. Bien sûr, tout à fait. Il faut toujours avoir en tête la recherche d'un équilibre. Le tourisme a des impacts positifs et des impacts négatifs. Il faut l'accepter. Parmi les impacts positifs, il y a les recettes économiques et l'emploi. Le tourisme, c'est à l'échelle mondiale 10% des emplois, 10% du PIB. Après, il peut y avoir des impacts négatifs, on le soulignait à l'instant, soit sur la population locale, notamment face à une crise de logement, soit sur l'environnement. Je suis un peu partagée sur ce que vient de dire Rémi Knafou, même si je suis en phase avec certains points sur Venise. Effectivement, à Venise, je suis tout à fait d'accord, le tourisme permet justement d'entretenir un patrimoine exceptionnel. Et c'est une chance que la ville, que la cité des Doges, ait justement cette attractivité touristique. C'est vrai pour Venise, c'est vrai pour des villes françaises, pour également des lieux patrimoniaux exceptionnels comme le Louvre ou le Château de Versailles. Le Château de Versailles, en fait, la moitié de son budget environ provient de la billetterie. Et sans cette billetterie, sans le tourisme de masse, eh bien, la France aurait bien du mal à entretenir cette merveille. Donc, il ne faut pas l'oublier. En revanche, je pense qu'à Venise, il y a quand même un impact négatif qui me semble être assez déterminant. C'est le fait que la population sur place ne puisse pas vivre dans le centre historique. C'est-à-dire je rappelle ce chiffre, 70% de la population a dû quitter le centre-ville. Pour moi, ça, c'est vraiment une ligne rouge. Il faut effectivement veiller à ce qu'il y ait une harmonie entre la population, en fait, de passage, les touristes, les visiteurs, et puis la population locale. Il faut arriver à un tourisme en paix. Et Venise, effectivement, a mis en place une taxe, vous le disiez, sur une 50aine de jours cette année. Mais en parallèle, la ville n'a rien fait pour essayer de, ne serait-ce que maintenir dans le sens stabiliser les flux touristiques. Au contraire, effectivement, l'aéroport investit 2 milliards d'euros pour s'agrandir, pour, je crois, doubler sa capacité. Je ne sais pas comment la ville va absorber ces flux. Donc, la façade, le maire, en fait,
met en place une mesure, donc cette fameuse taxe, une 50aine de jours par an pour les personnes qui sont sur place à la journée, et invoque en fait une mesure qui serait contre le surtourisme, mais en fait, cette mesure n'est qu'une mesurette qui ne peut pas avoir un impact significatif sur des flux qui vont aller toujours en croissance et parfois au détriment de la population. Donc voilà, il faut veiller effectivement à ce que le tourisme puisse contribuer à la préservation du patrimoine, de l'environnement. Il y a des recettes qui permettent justement de participer à cette dynamique, mais en même temps, il faut effectivement veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de surfréquentation. Sachant qu'à Venise, déjà aujourd'hui, à certaines heures, la masse est telle dans des toutes petites ruelles de la ville qu'on ne peut pas circuler, on ne peut pas avancer. Même pour le visiteur, effectivement. Un bouchon humain. Il y a quelque chose qui m'intrigue autour de cette conception du surtourisme et de ce terme dont on comprend qu'il est compliqué peut-être à plaquer de façon uniforme sur des situations assez différentes. Quand on voyage, quand on a la chance de voyager, le touriste est toujours quelqu'un d'autre. C'est peut-être assez français, mais on pense toujours qu'on se comporte quand même toujours un peu mieux que le touriste d'à côté. Vous me corrigez si je me trompe. Et il y a pour certains dans cette conception du surtourisme quelque chose qui est de l'ordre du mépris social, qui voudrait dire que oui, il y a tous ces gens qui n'ont pas d'idées, qui se concentrent tous au même endroit, que ça ne dérange pas d'ailleurs de se retrouver tous concentrés tous au même endroit au même moment, quand d'autres qui auraient plus les moyens et plus d'idées, eux, privilégieraient des endroits un peu plus naturels, un peu plus désertiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue aussi là-dedans, d'un point de vue un peu plus sociologique, Rémi Knafou, même si c'est pas votre... Non, absolument. Et puis c'est une question sur laquelle je me suis penché. Il se trouve que depuis les débuts du tourisme, on parle de touristes depuis la fin du XVIIIe siècle. Le mot est apparu dans la langue anglaise d'abord depuis la fin du XVIIIe siècle, et le mot tourisme est apparu bien plus tard, puisque le tourisme, c'est l'activité qui encadre le parcours de ceux qui font un tour, c'est-à-dire qu'on a appelé les touristes. Bon. Et dès les premiers touristes, on a des témoignages écrits de touristes qui considèrent que il y a trop de touristes à l'endroit où ils se trouvent. Le trop de touristes apparaît déjà quand il y a 5, 6, 10 personnes. Donc on voit bien que c'est totalement subjectif. Aujourd'hui, l'échelle a changé, évidemment, mais la perception de trop de touristes dans un lieu est vieille comme le tourisme. Bon. Et aujourd'hui, elle est réactivée par l'emploi trop souvent immodéré du mot surtourisme, effectivement à la faveur de préjugés de classe. Parce que qu'est-ce qu'on pointe finalement beaucoup dans certains médias à propos de fréquentation dite excessive à travers l'emploi du mot surtourisme? C'est tout simplement les loisirs des catégories populaires, c'est-à-dire le plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'on pointe? Ce sont les fréquentations estivales des plages, par exemple. Or, pourquoi est-ce que les Français vont principalement en vacances sur le littoral et sur des plages? Tout simplement parce que, d'abord, c'est là que se trouvent les plus fortes capacités d'accueil. Les Français et les touristes étrangers, d'ailleurs, vont là où il y a des structures d'accueil pour les recevoir. Et ce que je remarque, pour aller dans le sens de votre question, c'est qu'on parle complaisamment de surtourisme pour parler effectivement, de concentration de population sur les lieux du littoral, mais on ne parle pas de surtourisme lorsqu'il s'agit, par exemple, de manifestations dites culturelles ou de manifestations populaires sur un petit laps de temps. À Bayonne, c'est plusieurs millions de personnes, les journées de Bayonne, sur 4 ou 5 jours. Le festival des Vieilles Charrues, c'est presque 350 000 personnes qui s'agglutinent sur 3-4 jours. Donc, et là, je n'entends pas parler de surtourisme. Donc on voit bien que derrière l'emploi pas toujours raisonné du mot surtourisme, il y a quelque chose qui ressemble à un mépris de classe. Vous êtes d'accord avec ça, Lina Lenné? Oui, tout à fait. Il y a effectivement un mépris de classe. Souvent, on fait l'amalgame entre surtourisme et tourisme de masse, alors que ce sont deux sujets totalement différents. Et il y a effectivement des lieux qui sont habilités à recevoir beaucoup de monde. On peut prendre un parallèle avec le Stade de France. Le Stade de France, il peut accueillir, je crois, 40 000 personnes. S'il y a 40 000 personnes qui sont quand même
côte à côte, hein, même collés serrés, ça ne pose aucun problème. C'est 80 000, je crois, au Stade de France. Pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie. C'est plus que ça, 80 000. Alors voilà, 80 000, eh bien, s'il y a 90 000 personnes, là, effectivement, cela pose problème. Donc, il y a une capacité relative des lieux touristiques et des villes à accueillir du monde. Et il faut respecter cette jauge qui peut être très précise dans le cadre d'un site fermé, comme le Louvre, parce que là, il y a des questions de sécurité qui, en plus, s'ajoutent au reste, mais qui peuvent être plus à géométrie variable pour d'autres sites. Mais oui, il y a des lieux qui sont vraiment prévus pour accueillir beaucoup de monde. Et à l'inverse, il y a des lieux où, avec très peu de personnes, vous pouvez être dans une situation de surfréquentation. Je donne un autre exemple. Si sur une plage, vous avez des tortues marines qui doivent pondre des œufs, eh bien, supposons qu'il y ait seulement 10 personnes autour d'elles en train de discuter et en train de prendre des photos, cela va les déranger. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, il y a une question de capacité relative par rapport à un lieu, par rapport à une ville, un musée ou un site naturel. J'ai une question sur Rémi Knafou, sur la capacité, on en parlait tout à l'heure, les niveaux d'avant-Covid auxquels on est revenu sur la circulation. Quand on dit que le transport aérien aujourd'hui est revenu à des niveaux pré-Covid, d'avant 2020, comment expliquez-vous une forme de contradiction, mais qui semble apparente, hein, qui ne l'est peut-être pas, entre la puissance du narratif, de l'inquiétude autour des questions de réchauffement et de dérèglement climatique, et le fait que d'un autre côté, les gens les plus riches, on le disait tout à l'heure, n'ont jamais autant, pas forcément voyagé, mais ne se sont jamais autant déplacés. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la relation entre ces deux éléments ? Alors, ce qui ne marche pas, effectivement, c'est un décalage qui existe entre ce qui peut relever de la prise de conscience et le changement réel des pratiques. Et ça se voit très nettement quand on fait des enquêtes, il y en a quelques-unes quand même, sur la manière dont les jeunes perçoivent le réchauffement climatique. On voit bien que les enquêtes montrent qu'ils ont très bien compris qu'ils allaient vivre sur une planète avec 2, plus 3 degrés, voire un peu plus, puisque le ministère de la Planification écologique travaille à l'heure actuelle sur l'hypothèse plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc ça, ils l'ont très bien compris, au point que certains même ressentent des symptômes qui relèvent de l'éco-anxiété. Mais en même temps, les mêmes jeunes, quand on voit quels sont leurs rapports à l'avion, par exemple, pour ceux qui ont la capacité, notamment financière, de voyager, on voit qu'ils prennent l'avion plus facilement que leurs aînés, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'ils sont nés avec l'avion. Donc ça fait partie de l'offre, et d'autant plus que l'avion, grâce au low cost, qui n'est d'ailleurs pas si low cost que ça à l'heure actuelle, puisqu'il a quand même pris pas mal d'augmentation, il est quand même dans pas mal de destinations moins cher que le train, ce qui est une aberration, France, ouais. Et qui est une aberration de marché aussi, parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque les modes de transport ne fonctionnent pas à concurrence égale, puisque le kérosène à l'international n'est pas taxé, à la différence des autres modes de transport. Donc il y a une inégalité fondamentale qui privilégie de facto l'avion. Et pour toutes ces raisons, effectivement, après la coupure historique sans précédent du Covid, pendant laquelle on avait dit que le tourisme, ça serait peut-être plus comme avant, mais on voit bien que c'est tout à fait comme avant. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'avais personnellement pronostiqué, parce qu'ayant étudié les structures de fonctionnement du système touristique, je ne voyais pas pourquoi, même si le choc avait été très brutal, on ne repartirait pas comme avant. On est reparti comme avant, même plus qu'avant, puisqu'à la fois il y a eu l'effet de rattrapage lié à la frustration pour ceux qui ne pouvaient pas voyager, de voyager, et puis ensuite il y a eu le mouvement d'oubli généralisé de ces contraintes qui conduisent, par exemple, les Français n'ont jamais autant pris l'avion qu'en 2023. Même si c'est une minorité de Français qui prend l'avion et qui sort des frontières, puisqu'en gros c'est un 5e des Français qui sort des frontières pour les vacances, mais on voit que c'est un mouvement qui est en train d'aller crescendo. Les commandes des avionneurs sont pleines et on a là quelque chose qui est en décalage complet avec, par ailleurs, les impératifs de conservation de l'habitabilité de la Terre.
Il y a, oui, on n'oublie pas qu'une bonne partie des Français, bien sûr, et ça faut bien sûr dans le monde, ne part pas en vacances faute de moyens et encore moins en voyage. On entend bien sûr depuis quelques années Linda Lenné, une partie des jeunes qu'on évoquait, des écologistes, dire qu'il faudrait ne plus prendre l'avion et ce faisant renoncer à découvrir le monde, ses merveilles, du Machu Picchu à Venise en passant par le Japon. Est-ce que c'est entendable ça? Est-ce que, on le disait tout à l'heure, le tourisme c'est politique, le tourisme c'est un récit. Est-ce qu'il faudrait dans les 20, 30, 40 prochaines années avoir ce récit qui est de dire non, vous ne verrez pas le Machu Picchu, mais vous verrez la Corrèze, le Larzac, c'est sublime, le Finistère Nord, et ça ira. D'accord. Déjà, pour revenir à votre point de départ, effectivement, vous le disiez, 40% des Français ne partent pas en vacances. Ça, c'est important de le rappeler. Et pour la moitié d'entre eux, c'est pour des raisons financières. Après, faut-il arrêter de prendre l'avion? C'est un peu votre point. Personnellement, je pense plus... je crois plus à la régulation qu'à l'interdiction. Effectivement, le réchauffement climatique est là, l'éco-anxiété aussi. Néanmoins, il y a sans doute la possibilité d'agir, d'avancer dans la modération. À supposer qu'en France, on décrète du jour au lendemain, c'est fini, on ne prend plus l'avion. Je ne pense pas qu'en Chine ou aux États-Unis, les autorités prennent la même décision. Or, les flux touristiques de demain, ce ne sont pas les flux européens. Ce sont avant tout les flux asiatiques, puisque là-bas, effectivement, la population augmente, notamment, elle augmente sur le long terme, même si en ce moment c'est un petit peu moins vrai, et surtout, la population accède à la classe moyenne, et donc a les moyens de voyager au niveau régional et au niveau international. Donc, cette population asiatique... elle va venir en Europe. Elle a en plus d'autres habitudes que nous. C'est-à-dire que, vous le voyez bien, en Inde comme en Chine, c'est assez commun d'être en grand nombre dans un groupe. Ils n'ont pas le même rapport que nous au groupe. Et ça veut dire que c'est aux autorités européennes de justement anticiper cette venue de flux asiatiques en grand nombre. Donc, pour revenir à votre question, non à l'interdiction. Je pense que c'est trop radical. Mais effectivement, oui à la régulation, en concertation avec les autorités, en concertation également avec les professionnels du tourisme qui sont capables aussi justement d'amener les voyageurs à peut-être voyager quand ils le peuvent, en dehors de la haute saison ou bien sur des routes touristiques un peu moins fréquentées. Donc, je pense que c'est un travail collectif à mener pour arriver vers de la modération, pour encourager le train, même s'il coûte trop cher, mais pour encourager aussi d'autres récits de voyage. Précisément, Rémi Knafou, pour conclure, on le disait, le tourisme est politique. Il est le résultat de politique, de tourisme. Si on change le récit, est-ce qu'il faut changer le récit ? Comment on le change et est-ce qu'on peut réorienter? Est-ce qu'il le faut dans les années à venir vers d'autres destinations, d'autres façons de voyager? Alors changer le récit, certainement. Je crois que les imaginaires sont à l'heure actuelle trop inféodés au système marchand. Il y a d'autres sources pour les imaginaires. Vous parliez de comment faire en sorte de continuer à voir le Machu Picchu, par exemple. Mais l'avion n'est pas absolument nécessaire. Je rappellerai que les Espagnols, y compris d'obscurs personnages partis de l'extramadure espagnol, sont allés coloniser le Pérou. Ils n'ont pas eu besoin de l'avion pour ça. Donc on peut aussi imaginer, dans un avenir certes plus lointain... Partir en bateau mais pourquoi pas? Effectivement. Enfin, l'enjeu, c'est de voyager bas carbone. Et il y a des modes de voyage qui sont plus polluants que d'autres, plus émetteurs que d'autres en CO2. Mais on n'a pas besoin... finalement, d'avoir tous les outils de transport dont nous bénéficions à l'heure actuelle pour faire de très beaux voyages. Et encore, c'est l'apanage de la minorité à l'heure actuelle. Bien sûr.
Et on peut aller voir de très belles choses en train, notamment on parlait de Venise. Est-ce qu'il y a plus beau que sortir de la gare de Venise au petit matin? Je ne sais pas, mais c'est effectivement l'apanage des plus privilégiés. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Rémi Knafou, on vous lit « Réinventer vraiment le tourisme » aux éditions du Faubourg qui est sorti en 2023. Et Linda Lenné, on vous lit dans l'éco-touristique, qui est un magazine professionnel, et dans Voyage au pays du surtourisme, une menace des solutions, qui est sorti aux éditions de l'Aube en 2024. Merci encore d'avoir participé à cette discussion qui donne quand même un petit peu envie de vacances. On se quitte quelques instants et on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'info. À tout à l'heure.